Le temps varie continuellement sur les côtes des îles Westman au large de l'Islande. C'est un jour d'été de l'an 1627. Gudridur, une jeune femme de 29 ans, est seule chez elle avec son fils. Son mari est en mer. Gudridur est la femme d'un pêcheur des îles Westman. Un de ces jeunes hommes forts qui n'ont pas peur d'affronter l'océan. Le jeune couple a un petit garçon. Ce jour reste à jamais gravé dans la mémoire des habitants de ces îles. Il scelle le sort de Gudridur Simonardottir. C'était un spectacle au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Une armée d'hommes a déferlé sur l'île. Ils ont tout pillé et saccagé. Ils brandissaient des épées et des pistolets. Les coups de feu déchiraient l'air. Ils hurlaient comme des loups. C'était horrible. J'aurais voulu me couvrir les yeux, mais j'avais les mains liées dans le dos. Ils ont tranché la tête d'un voisin juste devant moi. Sa femme s'est jetée sur lui en hurlant et s'est évanouie sur son corps sans vie. Ils l'ont traîné comme une vulgaire carcasse. Ils ont débité le mort en morceaux, comme un boucher découpe un mouton. Ils ont emmené sa femme vers les maisons et l'ont jetée avec les autres prisonniers. Je n'ai pas tardé à la rejoindre. Nous étions entassés, femmes, enfants et vieillards gémissants. Il y avait beaucoup d'hommes enchaînés aussi. Quatre navires de corsaires nord-africains attaquent divers points de l'Islande. Grindavik et Bessastadir sont pris d'assaut. Les pirates sont sans pitié. Plus d'une centaine d'Islandais périssent sous leurs coups. De nombreux Danois sont faits prisonniers. Le 16 juillet 1627, le glas sonne pour les îles Westman. Ici, le massacre est sanglant. Il restera dans les mémoires comme le raid des pirates turcs. Les pirates moyen-orientaux semblent bien connaître les lieux. Un traître islandais les renseigne certainement. Ils adaptent leur tactique aux circonstances, ce qui est la preuve de leur professionnalisme. Au lieu d'accoster les ports, ils ont débarqué dans des endroits complètement inattendus, où personne auparavant n'avait essayé de le faire. Non seulement ils y sont parvenus, mais ils ont réussi à kidnapper plus de 240 personnes. Ils en ont tué un certain nombre aussi, bien que ce n'était pas dans leurs intentions, parce que c'était autant de manque à gagner. Comme les insulaires ont tenté de se défendre, il y a eu des morts. Quelques Danois résidaient dans les îles Westman à cette époque. Seul le capitaine danois et son entourage ont réussi à en réchapper. Ils ont rejoint l'Islande, où ils ont rapporté toute l'histoire aux autorités, représentées par Klaus Eyjolfsson. Ce dernier s'est aussitôt rendu sur place. Mais il n'a pu que constater l'étendue du carnage, les maisons brûlées et les morts. Il s'est entretenu avec les survivants.
En 1627, l'Islande est sous domination danoise. Mais le roi Christian IV est engagé dans la guerre de 30 ans qui bat son plein. Christian IV était au combat, sur le front allemand. Son importante flotte était bloquée dans la Baltique. Il ne pouvait leur être d'aucun secours. Les pirates nord-africains ont le soutien de leur gouvernement. Ce sont des corsaires qui sévissent et prospèrent depuis le XVIe siècle, quand débutent des guerres incessantes entre l'Europe chrétienne et les nations islamiques d'Afrique du Nord. De la Méditerranée, les conflits s'étendent ensuite à l'Atlantique. La menace vient principalement du Maroc, d'Alger, de Tunis et de Tripoli, dans l'actuelle Libye. L'histoire des pirates turcs et des esclaves blancs tombe dans l'oubli. Peu de témoignages ont gardé la mémoire de ces terribles événements. On trouve cependant au musée maritime de Kronborg un petit tableau qui fait écho à un épisode tragique où encore une fois des Danois furent capturés et vendus comme esclaves en Afrique du Nord. Tout commence en 1796, quand un nouveau pacha accède au pouvoir à Tripoli. C'est ce qu'on voit en toile de fond, les tours de la ville de Tripoli. Considérant que le Danemark ne l'avait pas suffisamment honoré de présent, le pacha déclare la guerre. Par la suite, un nombre considérable de navires danois furent capturés. Les bateaux étaient saisis et leur équipage fait prisonnier. Les hommes étaient ensuite vendus à Tripoli comme esclaves. Bien entendu, c'était une situation inacceptable pour le Danemark, qui renforça ses positions militaires en Méditerranée. Le commandeur Stein Andersen Bill et sa frégate Najaden, que l'on voit représentée sur ce tableau, ainsi que d'autres navires de combat, sont déployés en Méditerranée pour mettre la pression sur le pacha. Sous les tirs ennemis, il quitte le port, entraînant ses assaillants sur leurs 6 navires à sa poursuite. Puis il opère ce qu'on appelle dans le jargon des marins un pilonnement. C'est un mouvement qui fait ralentir soudainement le bateau. Le commandeur s'arrête et attend que les 6 bâtiments à ses trousses soient suffisamment prêts pour ouvrir le feu. En 2 heures, l'issue de la bataille est décidée. Les 6 bateaux corsaires sont sévèrement endommagés. On voit les trous dans leurs voiles. La modeste flotte danoise reste au large de Tripoli et bloque l'accès du port pendant un certain temps. Des négociations sont entreprises entre le pacha et les consuls danois et britanniques. Elles donnent lieu quelques jours plus tard à la ratification d'un traité permettant aux navires danois de voguer dans ces eaux en toute sécurité. Les Danois obtiennent également une réduction des droits annuels de passage. De nombreux marins danois faits prisonniers sont relâchés. Des navires suédois sont également victimes des corsaires nord-africains. En août 1754, le Mercurius vogue vers Naples depuis Dublin, les cales pleines de cuir brut. Le trajet se fait sans encombre et il passe le détroit de Gibraltar sans rencontrer de difficultés. Au large de Carthage, quelque chose éveille les soupçons du capitaine Marcus Berg. Berg aperçoit des galères turques qui s'approchent rapidement par l'arrière. L'un des membres de l'équipage leur crie qu'ils sont des amis d'Alger. La Suède et l'Algérie avaient en effet signé un traité de paix. Les Turcs demandent s'ils peuvent accoster pour se ravitailler en eau. Berg refuse. Il n'a pas confiance. Les Turcs pointent alors leurs canons vers le Mercurius.
Berg change d'avis pour éviter que les choses ne s'enveniment. Il envoie son second et 2 marins à bord d'un canot pour prendre les barils vides. Quand ces hommes reviennent, 6 morts, comme ils les appellent, les accompagnent. Une fois à bord, les morts attaquent Berg et son équipage. Marcus Berg est un homme marié de 40 ans. Sa famille vit à Stockholm. Il y a 8 hommes plus jeunes que lui sous son commandement. Tous sont capturés. Une fois maître à bord du Mercurius, les corsaires le pillent et se partagent les possessions et les vêtements de l'équipage. La plupart des pirates sont des renégats, d'anciens esclaves d'Europe convertis à l'islam. Ce sont souvent les plus brutaux. Parmi les capitaines de la flotte qui attaque l'Islande, il y avait un renégat allemand ou hollandais, un certain Murat Reis, un pirate très connu. Entre les années 1500 et 1830, 1 million d'Européens finissent esclaves en Afrique du Nord. Ce sont en majorité des marins ou des passagers de navires pillés, mais il y a aussi des habitants d'endroits isolés et vulnérables, comme les îles Westman. La piraterie n'était pas un phénomène inconnu en Islande. Les gens savaient qu'il y avait des pirates nord-africains qui s'aventuraient dans les mers du Nord pour prendre des otages. Ils connaissaient leur méthode, mais ils ne devaient pas se rendre compte des proportions que cela pouvait prendre. Det kanske inte man väntar sig. « 400 Islandais sont embarqués de force pour l'Afrique du Nord. Le voyage dure 1 mois. En août 1627, les navires atteignent les côtes d'Alger avec leur cargaison de prisonniers. Parmi eux, Gudridur Simonardottir et son fils Solmundur. Sur les bateaux, les pirates ont commencé à mettre des chaînes aux prisonniers. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes aussi étaient enchaînés. Ma voisine, Anna, s'est mise à sangloter dans le groupe des femmes. Une fois tout le monde bien attaché, ils nous ont fait descendre dans des chaloupes. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres. Nous avions peur et nous avions chaud dans nos vêtements épais. Les enfants étaient enchaînés avec nous. Anna fut la dernière à monter à bord. Elle ne pleurait plus, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Les barques avançaient en file indienne. Nous sommes passés à côté d'immenses navires de guerre. J'ai gardé les yeux fixés sur la quille pour ne pas perdre l'équilibre. Solmundur s'est écrié « Maman, regarde ces hommes en l'air !» Nous avons levé les yeux. Il y avait 5 hommes pendus à la vergue d'un navire très luxueux avec un lion doré à la poupe. Des coups de feu ont retenti. Les cordes ont cédé et les hommes sont tombés dans la mer. Nous étions saisis d'effroi. Les conditions de détention qui les attendent à Alger sont odieuses. La chaleur est accablante. 31 Islandais meurent de maladies diverses en 1 mois.
Oluf Aigilsson, le prêtre du village de Gudridur, rapportera par écrit ses mésaventures. Ce sont principalement ces témoignages qui nous renseignent sur le raid des pirates turcs et le sort de leurs prisonniers islandais. Il a été capturé sur les îles Vestman et il a décrit les événements de son propre point de vue, ce qui est très précieux pour nous. C'est avant tout un chrétien. Il a essayé de comprendre pourquoi cela est arrivé. Et pour le croyant qu'il était, ce ne pouvait être qu'un châtiment de Dieu. Il dit également que les Turcs, ou musulmans comme il les appelait tous, étaient doux avec les enfants. Il jouait même avec. Une femme avait accouché pendant la traversée et il l'avait bien traitée. Il les décrit comme étant civilisés par bien des côtés. Oluf, le prêtre, Gudridur, Solmundur, leur voisine Anna et les autres Islandais sont mis en vente sur le marché d'esclaves d'Alger. Les hommes et les femmes séparément. C'était très humiliant. Ils faisaient l'objet d'un examen physique minutieux. Les acheteurs vérifiaient leur mâchoire, leur faisaient ouvrir la bouche pour compter les dents. Ils les palpaient pour voir s'ils étaient suffisamment musclés. L'homme à la barbe sombre a fait venir les esclaves femmes. Elles sont entrées dans le bain et m'ont lavé le corps tout entier. Elles ont également déshabillé Solmundur pour le laver. Il s'est assis et a commencé à jouer avec l'eau. Puis, nous avons été amenés devant l'homme à la barbe sombre. Un homme distingué était assis à ses côtés. J'étais morte de honte. Il m'a palpé le cou et la gorge, a tâté mon dos avec 2 doigts. Il m'a pincé les bras avec rudesse pour vérifier l'état de mes muscles. Puis il a vérifié mes cuisses et mes mollets. Il a examiné mes seins, mon ventre et mon sexe en me pinçant avec 2 doigts. J'ai tressailli et sans crier gare, Solmundur a mordu la main de l'homme. Ce dernier s'est mis en colère et l'a frappé tellement fort que son nez s'est mis à couler. L'homme a soulevé mon petit garçon et a retroussé son prépuce en le montrant à l'autre homme. Cela les amusait. Gudridur entre au service d'un bey. Elle va donc vivre dans la demeure d'un dignitaire, riche et influent. Il reste peu de marchés d'esclaves en Afrique du Nord, mais à la Casbah de Tunis, nous pouvons voir où les esclaves d'Afrique noire et d'Europe étaient vendus jusque dans les années 1850. Évidemment, les plus belles passaient comme seconde, troisième ou épouse du bey, des ministres, et le reste, on les vendait. Il y avait également à Al-Berka, dans la Médina de Tunis, un grand marché d'esclaves. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et là aussi, on vendait, c'était 18e, 19e siècle. Tous les esclaves étaient vendus là. Revenons au sort de Marcus Berg et de son équipage suédois en Méditerranée. Après avoir été capturés par les pirates marocains, le capitaine et ses 8 hommes sont emmenés à Tétouan,
un redoutable foyer corsaire. Les prisonniers possédant un talent peuvent espérer s'en sortir à Tétouan. Mais à 40 ans, le capitaine Berg est un vieil homme. Il sera vendu comme simple esclave au palais du sultan à Fès. On a plusieurs descriptions des lieux horribles où sont enfermés les esclaves. Nous avons le témoignage écrit d'un prisonnier suédois qui raconte la vie dans ces geôles dans les années 1600. C'était un vaste complexe souterrain construit par les esclaves eux-mêmes. Il s'étendait apparemment sur plusieurs kilomètres à la ronde sous la ville. Les prisonniers étaient enchaînés au mur, assis. Les descriptions qu'en font les prisonniers sont empreintes d'horreur. En Tunisie, il y avait beaucoup de bagnes, beaucoup. D'après Jiménez, là, on connaît dans la région, surtout de Bizerte. À Bizerte, dans les montagnes, il y avait des bagnes. Il y avait également du côté de Portofarina, c'était un grand port. Il y avait des bagnes. Si, il y avait beaucoup de bagnes, des bagnes partout, puisqu'ils passaient pour le rachat de captifs et surtout pour, comment on dit, alléger leur peine, parce qu'il y avait beaucoup qui étaient malades dans les bagnes. Bien entendu, ça faisait partie d'une grande structure dans le pays, les bagnes. Alors que le capitaine Berg n'est qu'un simple esclave à Fès, Gudridur entre au service d'un riche pacha d'Alger. On pense que le petit Solmundur reste à ses côtés, au moins durant les premières années. Elle a écrit une lettre d'amour à son mari. Cela faisait déjà quelques années qu'elle était esclave. La moitié seulement de la missive nous est parvenue. Il semblerait que son fils soit resté avec elle. Mais à la fin du fragment de la lettre, elle exprime des inquiétudes sur ce qu'il va advenir de lui. Je pense qu'elle a été abusée sexuellement par le bey ou le pacha, par le maître de maison. En tout cas, c'est très probable. Pour Gudridur, le seul moyen de mettre fin à ce calvaire est d'avoir quelqu'un en Islande ou au Danemark qui accepte de payer une rançon pour sa libération. Peu de temps après son arrivée à Alger, Oluf Aigilsson, le prêtre, est libéré et envoyé en Europe afin de rassembler la rançon exigée pour ses compatriotes. Un vieil homme comme lui ne leur était guère d'utilité. Il n'aurait certainement pas pu en tirer un bon prix. Et puis sa constitution n'en faisait pas un bon travailleur. Or c'était un homme de lettres. Il était préférable de l'envoyer à Copenhague, entamer les négociations avec le roi. À son arrivée à Copenhague, le prêtre apprend que les caisses royales sont vides. Il est donc très pessimiste quant au sort des esclaves. Le capitaine Berg de Stockholm connaît l'enfer dans les trous à esclaves marocains à Fès. C'est un ensemble de cellules où les prisonniers sont enfermés selon leur nationalité. Les Suédois et les Danois, par exemple, vivent dans les mêmes cellules. Ils dorment à même le sol et sont constamment assaillis par les insectes et la vermine.
Les travaux forcés consistent à creuser des trous, à abattre des maisons, à transporter des pierres et des gravats. Ils commencent au lever du soleil et travaillent sans s'arrêter jusqu'à 5 ou 6 heures du soir. Le sultan de Fès, à qui appartiennent tous les esclaves, est un homme au tempérament violent, qui a droit de vie et de mort sur ses gens. Il est très dur avec ses serviteurs, ses gardes et ses messagers. Il lui est arrivé, par exemple, de trancher la gorge d'un messager parce que la nouvelle le contrariait. Parfois, les esclaves sont battus sans raison. Dans cet enfer, la seule consolation de Marcus Berg est de savoir que ses compagnons de misère et lui valent encore de l'argent. Sinon, il serait tout simplement mis à mort. Mais il y a pire que ces geôles souterraines. Les prisonniers dont les pirates savent qu'ils ne tireront aucune rançon sont envoyés aux galères. Cela équivaut à une condamnation à mort. Berg et ses compagnons auraient pu finir sur une galère, mais le sultan devait espérer obtenir une rançon. C'est pour cette raison qu'il les traite relativement bien. Ils ne doivent pas trop dépérir et doivent avoir suffisamment de force pour travailler en attendant. D'une certaine façon, Berg a eu de la chance de débarquer à Fès. Les esclaves chrétiens peuvent espérer une vie meilleure en Afrique du Nord s'ils se convertissent à l'islam. D'après les archives islandaises, Anna, la voisine de Gudridur, adopte la foi musulmane. Et son maître la prend comme épouse. Ils ont eu beaucoup d'enfants et la communauté islandaise s'est sentie trahie. Ils l'ont décrite alors comme une personne hautaine qui prenait des airs de reine. Un jour, sur la place du marché, j'ai heurté une femme. Je me suis écartée, mais elle m'a frappée. Je l'ai attrapée et j'ai commencé à la maudire. Quand j'ai reconnu mon ancienne voisine et amie. Deux jours plus tard, un messager s'est présenté tandis que je frottais le sol. Il venait de la part d'Anna et demandait à ma maîtresse la permission de lui rendre visite. Anna, qui avait connu comme moi l'esclavage, était désormais la maîtresse d'une somptueuse demeure. Anna est arrivée avec 4 enfants très bien habillés et portait un bébé dans ses bras. Mon cœur s'est emballé. Je me suis inclinée profondément devant ma chère amie. « Tu as l'air d'une reine », lui ai-je dit. Je n'osais à peine toucher sa main tendue. J'ai fixé les motifs au henné qui la recouvraient entièrement et j'ai reconnu des invocations de fertilité. Le fils de Gudridur, Solmundur, est devenu musulman, comme tous les enfants, qu'ils viennent des îles Vestman ou qu'ils soient nés à Alger. Il était tout naturel que les enfants soient intégrés dans leur nouvelle société. Anna s'est intégrée en s'unissant à un musulman, bien qu'elle fût déjà mariée en Islande. Tout comme Gudridur.
Au pays, le mari de Gudridur attend désespérément le retour de sa femme et de son fils. Cela fait maintenant 8 ans que Gudridur est esclave. Avec ses compatriotes, elle commence à perdre espoir d'être libérée. Les Islandais ont fait plusieurs requêtes auprès de leur roi à Copenhague. Ils lui demandaient de racheter leur liberté, mais en vain. Ce n'est que 8 ans après le raid des pirates sur les côtes islandaises que Christian IV envoie un émissaire à Alger racheter les esclaves. Cela lui a pris plus d'1 an pour négocier les termes de la libération de chaque esclave. Il faudra attendre mi-juin pour que soit rachetée la liberté de la dernière esclave, Gudridur. L'envoyé du roi retrouve et rachète la liberté de 50 esclaves danois, norvégiens et islandais pour la plupart. Parmi eux, Gudridur et 27 autres femmes. Mais aucune trace de Solmundur. Il a été arraché à sa mère depuis longtemps et il est devenu musulman. En Suède, une libération d'esclaves est négociée dans les années 1750. Le capitaine Marcus Berg est resté esclave 2 ans à Fès avant d'être libéré contre une rançon. Le 10 mai 1757, Berg revoit enfin Stockholm après un voyage de 10 mois. Sa femme est morte et ses biens confisqués. Berg couche ses mésaventures sur papier. Son récit est publié, mais il tombe aussitôt dans l'oubli. Il meurt à 47 ans, 4 ans seulement après son retour au pays. Marcus Berg et une grande partie de son équipage ont fini par être libérés. Mais la plupart des marins européens, réduits en esclavage, sont morts en Afrique du Nord, ou se sont convertis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vous disent moi, ma grand-mère, arrière-arrière-grand-mère était une esclave ou elle a été achetée. Et ils le savent, oui, certaines familles le savent. Hein, ça, ils savent qu'ils sont descendants d'une Yougoslave ou d'une Turque scandinave. Vous voyez, blonde, aux yeux bleus, très clairs, d'autres brunes, d'autres moyennes. Enfin, il y a de tout. À Marrakech, il y avait des quartiers réservés aux esclaves. Cela donnait naissance à une culture d'esclaves. On y trouvait aussi bien des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Anglais, des Espagnols que des Français. Gudridur et les autres esclaves d'Alger ont une longue route devant eux avant de revoir leur patrie. Ils voguent vers Marseille, puis Narbonne avant de traverser le sud-ouest de la France vers Toulouse. Ils empruntent la Garonne pour rallier Bordeaux avant d'embarquer pour l'Angleterre, puis Amsterdam. Une fois en Allemagne, à Glückstadt, ils rencontrent le roi du Danemark qui les interroge sur les défenses d'Alger. Ils arrivent finalement à Copenhague à l'automne de l'an 1636. À Copenhague, un jeune étudiant en théologie de 22 ans, Hallgrimur Pétursson, est chargé de leur rééducation religieuse. Il doit rafraîchir leur foi luthérienne. Il tombe follement amoureux de Gudridur Simonardóttir, âgée alors de 38 ans, soit 16 ans de plus que lui. Elle avait beaucoup de charme et elle savait s'y prendre avec les hommes.
Plusieurs sources nous disent qu'elle est très vite tombée enceinte, alors même qu'elle devait retrouver son cher mari sur les îles Westman. Gudridur apprend alors que son mari est mort en mer. Elle se remarie avec Hallgrímur Pétursson. Au printemps, elle se rend en Islande avec lui. Les jeunes époux s'installent sur l'île principale et non aux îles Westman. Hallgrímur devient pasteur. Il entre dans l'histoire comme l'un des plus grands poètes de son temps. La réputation de Gudridur, quant à elle, reste longtemps entachée de mépris. On la tenait pour une païenne. On l'accusait d'avoir abusivement séduit un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Les gens étaient méfiants à son égard, ce qui explique le surnom dont on l'avait affublé, Tyrkia Gudda. Tyrkia voulant dire turc. Personne ne sait ce qu'il advint de Solmundur en Afrique du Nord. Gudridur Simonardottir, elle, a survécu à son mari et à presque tous ses compagnons d'infortune esclaves à Alger. Elle a vécu jusqu'à 84 ans. C'était une femme forte, une battante, qui avait des talents remarquables pour la survie.